Bienvenue à tous. Merci d'être là ce soir pour participer à cette conférence dont le thème est comment intégrer la spiritualité dans ma vie. Alors, cette conférence va se dérouler en plusieurs étapes. Ah oui, bien sûr. Hop. Pardon, je suis allée trop vite. Donc, très, très brièvement, parce que bon, c'est pas la peine de passer beaucoup de temps là-dessus, je vais me présenter. De toute façon, vous aurez accès au replay. Pour ceux qui se sont inscrits, vous aurez accès au replay, vous pourrez regarder tranquillement. Ensuite, on abordera la spiritualité. Alors, je vous exprimerai ce que moi, je mets dans le terme spiritualité. Alors, on parlera de la spiritualité en général. Et on trouvera des outils très concrets pour inclure ça dans son propre quotidien, pour trouver l'équilibre entre le quotidien et la spiritualité. Et on finira par le type d'accompagnement que je peux proposer et les questions-réponses. J'essaierai de passer assez vite sur le qui suis-je et mon accompagnement, puisque de toute façon, vous l'aurez dans le replay, vous pourrez le regarder tranquillement. Alors, tout d'abord, mon parcours. Donc, je suis une ex-chef d'entreprise dans un domaine hyper pragmatique, les finances. Il y a 12 ans de ça, j'ai eu un énorme accident de vie qui a remis en question et en cause la totalité de ce que j'étais, de ce que je percevais de ma vie en tout cas. Et je suis rentrée dans une démarche, alors ça c'est important de vous l'expliquer, je suis rentrée dans une démarche de quête et de recherche sur comment aller mieux moi. Et donc pendant 11 ans, alors pardon, j'enlève mes bracelets parce que je sais que ça fait du bruit, pendant 11 ans, j'ai été en quête de trouver des outils, de trouver des astuces pour moi me sentir bien dans mon quotidien. J'avais vraiment, vraiment le sentiment dans cette première partie de vie, avant cet accident de vie, d'être dans une forme d'automatisme ou de système automatique. J'avais enclenché le pilotage automatique, voilà. Et je faisais les choses parce qu'il fallait qu'elles soient faites, je faisais les choses bien, tant qu'à faire, mais je n'avais pas la sensation d'être heureuse et pleinement équilibrée. Donc, lorsque cet accident de vie est arrivé, j'ai été tellement déstabilisée que j'ai vraiment débuté à ce moment-là un premier tournant avec une thérapie et j'ai surtout énormément voyagé. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus tard après sur l'aspect spirituel. J'ai fait le tour du monde 2 fois par saut de puce et j'ai collecté un nombre d'outils pragmatiques, concrets pour moi, au départ, et maintenant pour ceux que j'accompagne. Alors, vous allez le comprendre également, j'ai des capacités extrasensorielles que j'avais à la naissance, que j'ai pu utiliser, entre guillemets, dans une première partie de mon enfance, et puis que j'ai ensuite très gentiment mis sous le tapis, et que j'ai complètement oublié jusqu'à ce fameux accident de vie. Voilà. Et accessoirement, je suis également dans un parcours de flamme jumelle, pour ceux qui connaissent, mais ce ne sera pas l'objet de ce soir. Alors, la thérapie d'âme, puisque je suis thérapeute de l'âme, c'est quoi? Ça consiste à aller chercher l'origine des choses. En fait, ce que j'ai observé de mon histoire, c'est que très souvent, dans le quotidien, on est en difficulté, quand on tourne en rond, à pas savoir comment se sortir de la situation dans laquelle on s'est mis, eh bien, ça n'est que le reflet, que la réplique, moi j'appelle ça une réplique, de quelque chose qui s'est joué bien avant. Un peu, vous savez, comme un séisme, où il va y avoir une amplitude importante pour le premier séisme, et puis ensuite il y a des petites répliques. Eh bien, c'est exactement la même chose. Si vous faites une frise chronologique de votre vie, la flèche étant qui vous êtes aujourd'hui, eh bien, tout au long de votre vie, des séismes, un séisme ou des séismes ont pu avoir lieu, et surtout derrière ces séismes, des répliques. Et donc ça explique pourquoi. Dans la thérapie d'âme, je vais vous parler des mots-clés ensuite, on retrouve les fameux cycles répétitifs. Donc la thérapie d'âme va direct à l'objectif. L'objectif, c'est de devenir autonome dans son quotidien en apprenant à voir quelles sont les origines de ce qui se joue aujourd'hui. Donc par le biais d'outils concrets et pragmatiques, on va en parler ce soir. La durée de la thérapie, bien sûr, est variable en fonction de la résistance de la personne qui vient. Et c'est OK. Parfois, on est tellement submergé par les émotions, tellement submergé par notre histoire qu'on peut avoir des difficultés à accepter de voir en face quelque chose qui se présente et c'est parfaitement OK. Vous allez voir, je vais beaucoup parler de bienveillance, de douceur avec soi-même. Je crois qu'il est vraiment, vraiment, vraiment important que vous le compreniez ça.
Alors, si vous êtes là ce soir, c'est que la spiritualité vous parle. Mais encore une fois, vous verrez, il y a spiritualité et spiritualité. Moi, je vais vous parler d'une spiritualité hyper concrète et adaptable à tous. Donc, les mots-clés de la thérapie d'âme, les blocages, quelque chose qui arrête à un moment donné là où on en est, qui force à s'asseoir. Il y a un proverbe chinois qui dit qu'à un moment donné, quand on est dans le brouillard et qu'on ne voit pas son chemin et qu'on ne sait pas lequel prendre entre les deux, la seule solution, c'est de s'asseoir et d'attendre que le brouillard passe, d'attendre de savoir quel chemin on a envie de prendre, etc. etc. Donc ça, c'est important quand on est dans un blocage. Alors, de chercher une solution, évidemment, on a envie de chercher une solution, mais c'est surtout et avant tout de prendre conscience qu'on est dans un blocage, de prendre conscience que pour le moment, on ne sait pas où on va, que pour le moment, on est arrêté. Et en l'acceptant, vous observerez, et je n'ai pas dit que c'était simple, mais vous observerez qu'en acceptant ce qui se joue pour soi sur le moment, ça passe plus vite. Les traumatismes, alors la définition du traumatisme, c'est ce qui m'a percuté à un moment donné, au moment où c'est arrivé, en fonction de l'âge que j'avais, en fonction de qui j'étais à ce moment-là, et qui laisse une empreinte chez moi. Voilà. Les cycles répétitifs dont j'ai parlé tout à l'heure, donc c'est ces choses qui se répètent non-stop dans nos vies, soit nous n'en sommes absolument pas conscients et nous subissons, soit nous en sommes conscients, nous savons que ça se répète, mais pour autant, on ne sait pas comment s'en sortir. Et puis enfin, les abus. Alors, abus au sens moi avec moi-même, c'est-à-dire que je dépasse régulièrement une frontière qui m'est propre, que je ne connais pas ou que je ne sais pas respecter, qui consiste à dire oui, à dire non, à savoir ce que je veux, et non pas tenir compte uniquement de la vie des autres à l'extérieur, mais de ce que véritablement moi j'ai envie, de ce qui est juste pour moi, et puis les abus dans la relation interpersonnelle également. Alors, j'ai des capacités extrasensorielles. Je l'ai dit un petit peu, enfin, je l'avais écrit un peu avant. Je suis médium et j'entends, je sens, je connais un certain nombre de choses. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Ce sont des capacités, des dons qui m'aident par contre à aider le patient, non pas à lui dire ce que je perçois ou ce que je ressens, mais à lui poser des questions pour faire en sorte que ce soit lui qui aille là où il doit aller. Voilà, alors je vous ai mis l'image de la voyante pour que vous compreniez que vraiment j'ai des capacités extrasensorielles, mais je ne m'en sers pas pour donner des vérités, comme quand on va voir une voyante où on pose des questions et la voyante répond. Je ne m'en sers pas de cette façon-là. Voilà. J'utilise beaucoup d'outils imagés, vous allez vite comprendre après, et j'accompagne des flammes jumelles. Donc ça, c'est ce que je vous explique. Allez, on débute avec la spiritualité. Alors, encore une fois, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est ma vision. Je ne fais que partager avec vous ce soir la vision que j'ai aujourd'hui de la spiritualité et de la spiritualité dans mon quotidien. Ne prenez que ce qui résonne chez vous, que ce qui vous parle, que ce qui fait écho avec ce que vous êtes, qui vous êtes, et puis le reste, laissez-le de côté. Ma quête avec la spiritualité a débuté il y a 12 ans, lors de cet accident de vie, même si au départ, je n'aurais pas su dire que c'était de la spiritualité, au sens où, et c'est pour ça que je vous ai mis cette image, pour moi, la spiritualité au départ, c'était plutôt axé sur des moines bouddhistes, c'était plutôt axé sur des personnes très croyantes, catholiques ou autre chose. Je n'avais pas cette notion de spiritualité dans mon quotidien, je n'avais pas du tout de notion de spiritualité pour qui j'étais à cette époque-là, c'est-à-dire une chef d'entreprise, mère de 2 enfants. J'avais vraiment séparé la spiritualité et la vie pratique et quotidienne que j'avais de façon très pragmatique. Donc c'était un peu compliqué pour moi de comprendre ça, et pour vous expliquer comment j'ai cheminé, lors d'un de mes voyages en Amazonie,
j'ai eu l'occasion de rencontrer, bien sûr complètement par hasard, mais ça on en reparlera, je ne crois pas au hasard, je ne crois plus au hasard. Je pense que la vie nous amène des expériences qu'on a besoin de vivre. Et en l'occurrence, pendant mon voyage en Amazonie, j'ai rencontré complètement par hasard, bien sûr, un chaman qui m'a proposé qui était chef de village et qui m'a proposé d'aller partager son quotidien, sa famille, dans son village pendant quelques jours. Et je me souviens d'un soir où donc après le repas était partagé par tous ensemble. Alors il y avait les hommes effectivement d'un côté parce qu'ils rigolaient, ils parlaient ensemble, mais les femmes étaient d'un autre côté, mais ils n'étaient pas séparés. C'était pas les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. C'était plus, enfin en tout cas c'est ce que je ressentais, c'était plus une question d'affinité. Donc ils parlaient tous ensemble dans une langue que je ne comprenais pas. Et après le repas, ce chaman, dont je ne saurais pas vous dire le nom puisque je suis incapable, d'abord j'avais rien pour noter, et puis quand bien même il me l'aurait écrit, je pense que j'aurais pas forcément su le, le relire. En tout cas, ce chaman prenait un temps qui m'a extrêmement touchée, j'ai trouvé ça absolument bienveillant, adorable de sa part, de prendre un temps pour m'expliquer les conversations qui avaient eu lieu pendant le repas et essayer de me les traduire dans un anglais un peu particulier. Et lorsque nous avions ces conversations, j'avais vraiment le sentiment, pour la première fois de ma vie, de faire partie de cet ensemble, de faire partie de je vais vous dire, de ce tout, alors que je vivais à Toulouse, en étant chef d'entreprise, dans un domaine hyper pragmatique, la finance. Et je me souviens un soir, pendant ces conversations, lui avoir dit, mais en anglais, de lui avoir dit, mais qu'est-ce que j'aurais aimé vivre, qu'est-ce que j'aurais aimé naître dans votre pays, dans votre culture, auprès de vous, en fait, parce que la vie est simple pour vous. Vous partagez tout, vous arrivez à vous émerveiller de plein de choses, vous êtes dans la gratitude absolue pour tout, et vous avez cette solidarité, ce partage entre vous que j'admire énormément. Et là, il m'a dit une des phrases qui, je pense, ont changé une partie de ma vie à partir du moment où elle a été prononcée. Et il m'a dit, mais tu sais, Lamar, si tu es aujourd'hui incarnée en France, si tu vis en France, à cette période, c'est que très probablement tu as quelque chose à y faire là-bas et que ça n'aurait pas eu de sens pour toi que de vivre ici. Et il m'avait dit, tu sais, la spiritualité, le fait de vivre comme on vit aujourd'hui, tout ça, ce sont des choses que tu peux transposer à ton époque et à ton lieu de vie. Et ça m'avait percuté puisque ça faisait bien évidemment, enfin, c'était exactement l'inverse des croyances que j'avais sur la spiritualité et sur ce fameux moine bouddhiste que j'imaginais être le sacro-saint homme spirituel, que je ne serai jamais puisque je ne suis pas moine bouddhiste, soyons clairs, et je n'habite pas en haut de l'Himalaya. Et donc, voilà. Et je me souviens d'avoir, à ce moment-là, beaucoup cheminé et réfléchi sur ça, en me disant que, effectivement, peut-être est-ce qu'il avait raison et que si j'étais une femme à l'époque à peine 40 ans et que j'étais en France, mère de 2 enfants, chef d'entreprise, eh bien peut-être qu'effectivement, je pouvais, moi, prendre ce que j'avais découvert chez eux, qui me parlait, qui me correspondait, qui me remplissait complètement dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours. Alors après, autant vous dire que en rentrant à Toulouse, ça a été plutôt compliqué de remettre tout ça dans le quotidien et ça va être l'objet de cette conférence de ce soir. Mais j'avais envie de me servir de ces valeurs et de ces sensations vécues là-bas, de plénitude absolue, de calme. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Soyons pragmatiques, hein, ils n'ont pas l'eau courante, pour manger, ils sont obligés d'aller chercher de quoi manger à chaque repas et transposer à notre vie de tous les jours où il suffit qu'on tourne un robinet ou qu'on appuie sur un bouton et voilà, tout est instinctif, immédiat. Je m'étais dit, mais c'est impressionnant. Alors, il y avait cet aspect aussi oui, au final, leur vie, elle est simple. Ils s'occupent d'eux-mêmes, de manger, de boire, de chasser, d'aller cueillir. Et puis, leur vie, c'est ça. Et je m'étais dit, mais oui, mais
si ça avait été vraiment ce que mon âme avait voulu, ce que j'avais voulu, je serais incarnée là-bas. Ce n'est pas le cas. Et donc, j'ai décidé de réintégrer cette spiritualité, de réintégrer ces notions dans ma vie, ce qui était plutôt pas mal, puisque à cette époque-là, ma vie était un véritable chaos, puisque je venais de vivre cet accident de vie. Honnêtement, je ne savais plus qui j'étais, ce que j'avais envie de faire, ce que j'aimais dans la vie, ce que j'aimais plus ou pas. J'étais vraiment dans un flou total. Là, pour le coup, j'étais vraiment assise dans le brouillard et j'attendais de savoir comment ça allait se passer. Et donc, ce soir, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que, et ça c'est ma conviction complétée par tous ces voyages, toutes ces cultures que j'ai pu rencontrer pendant tous ces voyages, nous ne sommes pas des êtres humains qui recherchons une spiritualité ou en tout cas une forme d'idéal spirituel, mais nous sommes des êtres spirituels qui avons choisi de nous incarner. Alors, la chose est complètement différente, c'est-à-dire qu'en fait, certains me disent, j'ai eu cette question encore aujourd'hui, ah, t'es spirituel, toi, mais c'est quoi, tu suis quoi comme mouvement? Mais en fait, j'ai pas de mouvement, je suis rien en fait, je ne suis, au sens suivre, rien de particulier, j'ai juste décidé de vivre pleinement mon incarnation, de vivre pleinement ma vie, voilà, et de la vivre dans son quotidien. D'où cette conférence ce soir pour vous montrer en quoi la spiritualité peut être vraiment vécue dans le quotidien. Alors, je vous explique ça en vous disant que, bien évidemment, lorsque je suis retournée dans ma vie de tous les jours, dans ma routine juste après ce voyage en Amazonie, tout a à peu près volé en éclats. Hein. Vous me voyez courir, enfin là c'est un homme, mais vous me voyez courir après le métro, les horaires, les contraintes, les enfants, les activités, les rendez-vous, Bref, ça a été véritablement très compliqué pour moi de trouver le bon équilibre entre cette urgence qu'on s'impose et que la vie et les contraintes de notre quotidien nous imposent et le fait de pouvoir me poser une fois, deux fois, trois fois dans l'année dans des retraites qui me permettaient à un moment donné de prendre du recul, de méditer, de revenir à ce calme intérieur, de revenir à ce silence intérieur. Et donc, j'avais un peu l'impression de jongler et d'attendre, puisqu'à l'époque, je cherchais encore comment rééquilibrer les choses. Je jonglais un peu entre les deux, entre le rush de la réalité de ma vie de chef d'entreprise et maman, et ces moments que je prenais à côté pour, de temps à autre, eh bien, m'extraire de ce quotidien, sortir pendant 2 jours, 3 jours, 5 jours, et pouvoir retrouver ce calme en me disant, mais comment est-ce que je peux faire pour allier les deux, pour faire en sorte que les deux se matchent, pour faire en sorte que les deux puissent être compatibles. Sinon, je serais en haut de l'Himalaya ou au fin fond de la forêt amazonienne. Si je suis ici et maintenant, c'est qu'il y a une raison. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est de vous partager certains des outils que j'ai pu utiliser et que je continue à utiliser à titre personnel et avec mes patients pour vous montrer comment on peut faire cette alliance entre le quotidien. Alors, voilà, je ne sais pas quel est votre quotidien à vous, mais si vous avez des enfants en bas âge, si vous avez un job, pas de job, etc., peu importe, vous allez pouvoir prendre quelques exemples de ces outils pour savoir comment vous pouvez les implémenter dans votre quotidien et comment vous pouvez faire pour les mettre dans votre quotidien. Avant de vous parler de ces outils, je voudrais juste vous présenter quelques petits principes pour trouver le bon équilibre. Alors, on est d'accord, pardon, j'ai quelque chose dans l'œil. Je vais vous parler là de quelque chose qui, pour moi, est intégré aujourd'hui, pour moi, est acquis. Alors, non seulement acquis, mais fondamentalement, c'est quelque chose que vous savez, que j'ai intégré. Comme un buvard, j'ai absorbé ça. On est bien d'accord que quand je suis rentrée, après mon accident de vie, notamment après mon retour d'Amazonie, vous m'auriez parlé de la capacité à m'émerveiller. Alors, je l'avais vécu en Amazonie, hein, mais le mettre dans mon quotidien, je vous aurais dit, ouais, bien sûr, et la marmotte, elle met le papier autour du chocolat. Je vous aurais probablement ri au nez en vous disant, mais en fait, j'y arrive pas, quoi. C'est pas possible pour moi de faire ça. Je comprends. C'est compliqué au départ. Quand on n'a pas l'habitude,
ça peut être compliqué. Je vais éternuer. Pardon, 30 secondes. Je comprends que ça puisse être compliqué de se dire, mais comment veux-tu que je m'émerveille de mon gosse qui crie parce que ce matin, il n'a pas envie de s'habiller, du retard que j'ai pris à cause de ci, de le client qui m'engueule, mon patron qui n'est pas content, les clients qui ne veulent pas signer, qu'est-ce que je vais faire ce soir au repas, etc., etc. Alors, on est d'accord, je n'ai pas dit que c'était simple. D'accord? Je dis simplement que de s'ouvrir à cet émerveillement, de s'ouvrir à cette possibilité à un moment donné, de regarder les choses non plus en mode automatique, mais de se dire au final qu'un certain nombre de choses dans notre propre quotidien peuvent être juste merveilleuses. Si on arrête juste sur la première chose que vous pourriez vous dire en vous réveillant le matin, et Dieu sait que c'était compliqué à faire à certains jours, parce que quand on est voilà, dans le brouillard, quand on est dans la difficulté, quand on se sent lourd, qu'on sent que notre vie est épaisse, au sens voilà, blocage, complications, etc., etc., ça peut être vraiment compliqué, mais à un moment donné, si on veut bien s'émerveiller, le simple fait que notre corps fonctionne, que tous les matins, on puisse ouvrir les yeux. Alors, je sais qu'à certains moments, on préférerait que les yeux ne s'ouvrent pas. En tout cas, ça m'a traversé l'esprit une fois ou deux. Mais le simple fait que notre corps fonctionne, quoi qu'il arrive, qu'on ait pu avoir des parents, des enfants, qu'on ait un toit au-dessus de nous, qu'on ait de quoi manger, ce sont autant de possibilités pour nous de nous émerveiller, voir deux personnes dans le métro le matin se sourire ou parler, regarder des amoureux, regarder la nature, un papillon, un oiseau, que sais-je. Cette capacité à s'émerveiller, et on est d'accord, hein, aujourd'hui c'est intégré pour moi, ça fait vraiment partie de mes valeurs, mais croyez-moi, quand ce chaman m'a parlé de cette faculté et cette capacité à s'émerveiller dans le quotidien, force est de constater que en développant cet émerveillement, ça m'a permis à un moment donné d'apprendre à relativiser, de donner d'autres perspectives au quotidien, en s'arrêtant et en regardant. Voilà, aujourd'hui, moi, je peux parler à un papillon, mais avec beaucoup de joie et de voilà, je l'avoue. La deuxième valeur, c'est d'être dans la gratitude. On en a parlé, c'est très en lien avec l'émerveillement, mais c'est de se dire, au final, j'ai beau avoir toutes les emmerdes possibles, je suis quand même là, je vis, je mange, je dors, j'ai une maison, j'ai un travail ou quelque chose qui me plaît, j'ai des amis, j'ai de la famille, et quelque part, juste pour ça, merci. Je vous rappelle simplement que, je ne sais pas si vous avez voyagé, mais lorsqu'on voyage dans le monde, euh, on est quand même vachement bien en France. On est quand même drôlement bien en France. Même si, ok, le français est très très fort pour râler et pour tout ça, mais qu'est-ce qu'on est bien dans notre pays en fait. On a plein de choses à notre disposition et on a la possibilité de faire plein de choses qui ne sont pas réalisables et pas possibles dans d'autres pays. Et de cultiver cette gratitude d'être en vie, cette gratitude d'avoir même le peu qu'on peut avoir jusqu'à maintenant, eh bien, ça aide à trouver ce fameux équilibre entre j'ai pas le choix, je cours partout et je réponds aux obligations et aux contraintes et aux responsabilités que j'ai. Ça, c'était le discours que je pouvais avoir d'un côté. Et en même temps, de se dire, ouais, mais j'ai cette chance en fait. J'ai quand même cette chance d'être là, de pouvoir faire tout ça et de pouvoir en profiter, même si c'est compliqué. Après, les nuages viennent forcément le soleil. Et ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est de trouver du sens. Alors ça, alors je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai pu faire, mais lorsque ma quête a commencé sur la spiritualité, j'ai compris le sens de l'incarnation.
le fait d'être en vie, de venir en vie, des expériences qu'on s'est donné de vivre ici et maintenant. Et je trouve que de trouver le sens de tout ça, de comprendre ce qui se joue, ça m'a énormément aidé à intégrer ces notions-là de spiritualité dans mon quotidien. Voilà. En me posant la question et en me disant, voilà, j'ai cette difficulté avec cette personne, qu'est-ce que ça me montre pour moi? Non pas de rester dans le système victime de, voilà, il m'a fait ça, elle m'a fait ça, mais de prendre le recul nécessaire pour dire, OK, peu importe ce qui se passe, peu importe comment ça se passe, qu'est-ce que ça me montre? Qu'est-ce que je dois apprendre de ça? Et s'il y a une chose qui est certaine, c'est que je ne peux pas changer une situation, je ne peux pas changer une personne, mais je peux changer la façon que j'ai de voir cette situation et la façon de percevoir cette personne. Et ça, je pense que c'est une des grandes révélations que j'ai eues dans ma quête spirituelle, décidément, euh, que de comprendre que trouver le sens des expériences que j'ai vécues, trouver le sens des expériences que vivent mes patients, c'est une des façons d'approfondir sa capacité à aimer. Et j'irais même plus loin, d'approfondir sa capacité à s'aimer soi-même. Parce que ça m'a toujours choquée de voir combien on est capable de donner d'amour aux personnes qu'on aime dans son entourage, que ce soit sa famille, son conjoint, sa conjointe ou ses enfants. Cette capacité qu'on pourrait avoir à donner sa vie pour ces personnes qu'on aime et qu'on n'est pas capable de se l'apporter à soi-même. Et ça me percute. Ça me fait réagir, en fait. Non pas que tout le monde devrait s'aimer de façon égotique, de façon voilà, individuelle, mais de se dire, c'est quand même impressionnant qu'on ait cette capacité ou qu'on nous ait appris ou qu'on ait vu dans notre entourage ou qu'on nous ait inculqué des croyances de tu aimeras ton prochain, voilà, ou si tu as un frère, une sœur, il faut que tu l'aimes, si tu as tes parents, il faut que tu les aimes, comme s'il fallait forcément lancer des flèches et aimer les autres à l'extérieur, mais on n'apprend pas à s'aimer. Et la société en général n'apprend pas comment on peut s'aimer soi. Et donc, cette capacité à aimer, si on arrive, et c'est dans les deux sens, si on arrive à aimer les autres, on peut aussi apprendre à s'aimer soi. Et donc, faire grandir cette capacité à aimer en général. Et puis la dernière chose, pas des moindres, c'est d'accepter. D'accepter ce qui est là. D'accepter ce qui est en train de se passer. Accepter ne veut pas dire ne rien faire. Accepter ne veut pas dire se contraindre. Accepter ne veut pas dire ne pas réagir. Accepter veut simplement dire cesser de lutter. Cesser de se battre. Alors, bien sûr, il y a des situations dans lesquelles c'est très compliqué de faire ça. Encore une fois, je ne dis pas que c'est simple. C'est un vrai apprentissage, c'est un cheminement. Et je pense que c'est aussi ma conception de la spiritualité. C'est quelque chose qu'on vit au quotidien et qu'on expérimente au quotidien. Et le fait d'accepter ce qui est permet à un moment donné de sortir de la lutte, de sortir de la victimisation, de sortir du mode en force, de faire les choses en force, et enfin de se poser, d'arrêter et de se dire ok, là ce qui se passe c'est pas ok pour moi, ou ce qui se passe c'est dur, je sais pas comment faire, je sais pas comment m'en sortir, et quelque part c'est ok, voilà. Quand je saurais, je pourrais me relever, je pourrais prendre le chemin qui me va, mais pour le moment, j'y arrive pas. Pour l'instant, je sais pas. Pour l'instant, je suis paumée, je suis dans le brouillard, et c'est OK. Voilà. Donc, mes patients me connaissent. Quand je leur dis ce terme-là, et c'est OK, ils comprennent que le message, c'est accepte ce qui est en train de se passer là, fondamentalement, parce que tant que tu ne l'acceptes pas, tu vas continuer à forcer, tu vas continuer à rester dans la lutte, et la lutte ne permet pas d'équilibrer et de ramener le calme.
Voilà. Il y a une citation importante de Henry Ford qui parle de ça et qui dit « Ce à quoi tu résistes persiste ». Et je trouve ça très, très vrai. Et donc, accepter ce qui est là, alors le bon comme le moins bon, hein, fera, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais testez-le, fera que ça passera beaucoup plus vite. Et donc, je vais vous parler d'un certain nombre d'outils que j'ai collectés au fur et à mesure de mes voyages, de mes enseignements et des rencontres que j'ai pu faire en faisant le tour du monde. Et des notions qui ont marqué mon apprentissage et ensuite l'accompagnement que je peux faire aujourd'hui. Lorsque nous arrivons sur Terre, nous sommes livrés avec un petit sac à dos. Lorsque nos parents nous conçoivent et lorsque nous naissons, nous sommes livrés avec un petit sac à dos qui contient l'histoire de nos familles, qui contient les histoires générationnelles, maternelles, paternelles, les croyances, les projections, les attentes de notre famille, de nos parents. Alors, tout ça, ce sac à dos a pu être constitué par nos parents de façon consciente et inconsciente. Nos parents, lorsqu'ils constituent ce sac à dos, ils le font avec beaucoup d'amour. Lorsqu'on attend un enfant, bien sûr, on est vraiment dans cet amour de je vais faire ce qui est bon pour cet enfant, je vais lui transmettre ce qui me semble être le plus juste et le plus bon pour lui. Donc, c'est vraiment une livraison de sac à dos dans l'amour, conscient ou inconscient. Si effectivement dans l'enfance, les parents ont pu être maltraitants, eh bien, inconsciemment, sont quand même transmis l'histoire des familles, les croyances, etc., etc. Donc, que ce soit du bon ou du moins bon. Il est important pour moi, pour pouvoir contacter qui on est vraiment et pour pouvoir revenir dans ces espaces de calme, d'accueil, d'acceptation, etc., de pouvoir poser son sac à dos à un moment donné dans sa vie, peu importe l'âge, pour pouvoir trier les informations qui ont été déposées dedans. Alors, l'image que je donne, c'est un sac de pommes de terre. Et en fait, dans ce sac à dos, s'il y a des pommes de terre qui sont trop lourdes, qui nous gênent, vous savez, un peu comme quand on range le sac à dos et qu'il y a quelque chose qui nous gêne dans le dos ou qui ne sentent pas bon, eh bien, il faut simplement poser ce sac à dos et trier les pommes de terre pour choisir de remplacer certaines pommes de terre par autre chose. Et donc, je pense que ça, c'est un travail vraiment important que de se dire, voilà, j'ai fonctionné comme ça depuis un certain nombre d'années. Pourquoi ? Parce que mes parents m'ont montré ce modèle-là, parce qu'on m'a éduqué comme ça, parce que voilà, c'est ce que j'ai appris, ou en tout cas, ça peut aussi être, c'est comme ça que j'ai réagi ou interagi avec la situation dans laquelle je me trouvais à ce moment-là. Et il n'y a pas de jugement à avoir sur le sujet. Et donc, l'idée, c'est de poser ça et de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore OK pour moi ou pas ? Et si ce n'est pas OK pour moi, par quoi est-ce que je peux le remplacer ? Voilà. Et donc ça, c'est un vrai travail d'accompagnement, de poser ce sac à dos et de remplacer les pommes de terre par autre chose, une bulle transparente, j'en sais rien, enfin bon, dans l'image, hein, mais c'est de se dire, voilà, cette croyance-là, elle ne me correspond plus, ça ne me parle pas. Alors, pour vous donner un exemple très pragmatique, j'avais dans mon sac à dos, je vais vous parler de moi, comme ça m'évite de parler de patients, mais j'avais dans mon sac à dos, gentiment déposé par mon papa, la croyance qu'il fallait que je sois avec un homme en couple pour être en sécurité. Voilà. Comme si c'était cet homme-là qui allait m'apporter cette sécurité. Clairement, cette croyance-là, à un certain moment dans ma vie, ne me convenait absolument plus. Et j'ai remplacé cette croyance progressivement. Alors, on est d'accord, hein, on ne remplace pas directement cette croyance par une autre, qui est complètement l'opposé en général, hein, parce qu'on aimerait bien quand même que ce soit complètement l'opposé de ce qu'on a dans son sac à dos. Mais on passe par des phases intermédiaires qui ont consisté, lorsque j'ai lancé mon entreprise, à me dire, je vais commencer à gagner de l'argent avec mon entreprise et ne pas rester dépendante des allocations chômage que je touchais. Ensuite, j'ai décidé que voilà, j'allais pouvoir avoir mes propres projets, mes propres voyages, etc. Et puis petit à petit, pour arriver à la croyance, donc en renforçant mes croyances et en me disant que c'était faisable, finalement arriver à la croyance que je suis indépendante et autonome, et je peux choisir d'être en couple, mais pas pour les raisons que mon papa m'avait déposées dans mon sac à dos. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un exemple.
de sac à dos et de comment on change quelque chose qui est dans son sac à dos. Autre chose très importante pour moi aujourd'hui, c'est cette faculté qu'on a, qui doit être corrigée à mon sens, à déséquilibrer les choses. Alors, je vous donne cet exemple de la balance. Très souvent, en consultation, des personnes me disent: «Je suis nulle, ça va pas, je fais tout pas bien, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à me débloquer, je sais pas comment faire». Et en parlant comme ça, en fait, si vous voyez, cette balance, l'équilibre n'est pas du tout, bon, puisqu'il se charge d'un côté avec un énorme poids. Vous savez, dans ces balances, on mettait des poids, avec un énorme poids qui prend tout le plateau, qui est super lourd. Et au final, leur balance est constamment déséquilibrée. Et c'est quelque chose, à mon sens, qui est important, que de rééquilibrer cette balance. Nous ne sommes jamais, jamais, ou tout noir ou tout blanc. Soyons pragmatiques. Il y a des périodes, c'est plus compliqué de voir le blanc ou de voir le noir, mais nous sommes constitués en tant qu'êtres d'ombre et de lumière. Et donc le fait d'accepter ces deux parts-là de façon équilibrée, alors on est d'accord, dans certaines circonstances, on est un peu plus noir parfois, et dans certaines circonstances, on est un peu plus blanc. Mais l'important, c'est de ne pas être en déséquilibre complet, d'être plutôt dans l'équilibre, qui peut varier d'un moment à l'autre. Et donc, c'est aussi que s'apporter de l'amour, que d'accepter de remettre des poids de l'autre côté en disant, bon, ok, là, clairement, je n'ai pas été optimale dans mon échange avec mon collègue, là, je l'ai pourri, je l'ai rendu responsable, ok, donc j'ai vraiment pas été bon. Eh bien, de l'autre côté, je peux aussi rétablir en disant, mais au final, aujourd'hui, je peux aller le revoir, je peux faire le point avec lui, ce que j'ai déjà fait par le passé, par exemple, pour rééquilibrer les choses. Et ça, je pense que c'est important, parce qu'il est plus facile de se plomber que d'accepter de s'équilibrer. Et c'est aussi ça, se donner de l'amour, c'est s'accepter dans ses parts d'ombre et dans ses parts de lumière. Et c'est pas toujours simple de le faire, donc c'est un vrai exercice euh, euh, quotidien que d'arrêter de ruminer et d'arrêter de se plomber. On a raté quelque chose, on n'a pas réussi, on n'a pas su faire. Ok, mais ça n'est qu'une expérience. Il va y en avoir d'autres. On va pouvoir changer les choses à l'avenir. Alors peut-être que cette fois-là, on ne peut plus rien faire, c'est trop tard, mais prendre la pleine et entière connaissance de qui on est et de se considérer dans ce fameux tout dont je parlais tout à l'heure, eh bien, c'est se laisser la possibilité de faire autrement une autre fois, pour rétablir les choses une autre fois. Voilà. Plutôt que de rester dans le « je suis nul, j'y arrive pas, j'ai pas réussi », etc., etc. Ok, j'ai fait tout ça, mais qu'est-ce que je pourrais mettre de l'autre côté? Qu'est-ce que je sais faire de l'autre côté? Qu'est-ce que je pourrais mettre dans la balance de l'autre côté pour rééquilibrer les deux plateaux? Et ça prend. Ça, c'est quelque chose que Dieu sait que ça a été compliqué pour moi, ça. Prendre du temps pour soi. Alors, voilà, avec mère de 2 enfants, chef d'entreprise, avec des rendez-vous clients souvent le soir, assez peu en journée, prendre du temps pour soi, c'était compliqué. Et puis en fait, quelqu'un m'a dit un jour, alors je ne sais plus qui, mais quelqu'un m'avait dit un jour aux États-Unis, je me souviens que c'était aux États-Unis, mais prendre du temps pour soi, ça ne veut pas dire forcément voilà, s'arrêter de travailler une semaine par mois. Prendre du temps pour soi, ça peut déjà commencer par 2 minutes par jour. Et du coup, ça m'avait interpellée. Je m'étais dit, OK, 2 minutes, je pense que je peux le faire. Clairement, hein, 2 heures de lecture, de regarder des vidéos, d'écrire des choses pour moi, c'était clairement pas possible à cette époque-là. 2 minutes, ça devenait jouable.
Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai initié un changement avec 2 minutes par jour. Et donc, lorsque j'accompagne aujourd'hui des patients en leur disant, voilà, vous allez prendre 2 minutes par jour pour travailler sur telle ou telle chose, je sais que si l'habitude se prend de travailler sur soi, ne serait-ce que 2 minutes par jour, ça peut impulser un changement. Et je me suis rendu compte que ces 2 minutes se transforment en autre chose au fur et à mesure du temps, parce que ces simples 2 minutes par jour m'ont aidé, moi, et aident des personnes euh, à avoir envie de faire plus. Parce que les simples 2 minutes peuvent amener du changement. Et donc, si on voit du changement, on a envie de plus de changement. Et si on a envie de plus de changement, on prend plus de temps. Et au final, euh, ça amène du bon pour plein de raisons. Mais ces 2 minutes de temps pour soi sont juste primordiales au départ. Donc, si vous pouviez commencer ne serait-ce que par ça, je vais vous expliquer quoi faire après, mais par exemple, vous pouvez 2 minutes par jour vous poser et vous dire, OK, qu'est-ce que mes parents m'ont transmis? Quelles sont les croyances, quelles sont les valeurs qui sont les leurs et que j'utilise aujourd'hui dans mon quotidien? Et vous listez, voilà, pour gagner de l'argent, il faut travailler dur. Je ne peux pas m'occuper de moi-même, il faut que je m'occupe des autres d'abord, etc. C'est de poser ces petites phrases, vous savez, un peu, voilà, qui sonnent un peu comme des sentences, qu'on se répète à soi-même un nombre de fois incalculable. Tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de dire non, ce genre de choses. Vous vous les posez sur un cahier et pendant 2 minutes, un peu tous les jours, vous en posez quelques-unes. Et ensuite, vous réfléchissez, vous prenez chaque phrase et vous vous posez la question. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est encore OK pour moi ou pas? Et la réponse est juste oui ou non. Oui, très bien, gardez-la. Gardez cette pomme de terre dans votre sac à dos, elle vous sert encore probablement. Si la réponse est non, barrez-la. Vous ne savez pas quoi mettre à la place pour le moment? C'est pas grave. Au moins, barrez-la. Vous rentrez dans votre cerveau de façon inconsciente que ça, il y a une possibilité que ça puisse changer un jour pour vous. Ok, vous ne savez pas encore comment, vous ne savez pas quand, vous ne savez pas ce que vous allez y mettre à la place, mais vous avez fait un premier pas qui consiste à dire ça, je l'ai dans mon sac à dos, ce qui est déjà énorme, parce que c'est ce qu'on appelle une prise de conscience, et la prise de conscience, c'est le début de la guérison, du changement. Et ensuite, de pouvoir mettre dans votre cerveau que vous avez barré, ça veut dire que vous n'en voulez plus, mais que vous ne savez pas quoi mettre à côté pour remplacer, ça va travailler ce que moi j'appelle en arrière-plan. C'est-à-dire que vous allez inconsciemment débuter une réflexion pour savoir ce que vous pouvez y mettre à la place. 2 minutes par jour. Et puis enfin, écrire. Alors, écrire pour s'alléger, écrire pour se dégrossir. Écrire un petit peu tous les jours. Si vous aviez quelque chose à faire, 2 minutes par jour, prenez un cahier. Écrivez ce qui passe par votre tête à ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez vécu dans la journée? Est-ce que c'était agréable, pas agréable? Quelle expérience vous avez fait qui vous a marqué? Quel petit moment de honte avez-vous eu pour vous? J'ai pas bien réagi, j'ai pas su quoi dire, j'aurais voulu réagir autrement, j'ai engueulé mes enfants parce qu'ils étaient en retard, j'aurais voulu être plus calme, être plus posée. J'avais pas envie de leur lire une histoire ce soir, donc j'ai trouvé un moyen de pas la lire et je suis pas très fière de moi, je culpabilise un petit peu. Eh bien, écrivez pour vous alléger en vous disant, voilà, je l'ai mis là par écrit, donc ça veut dire que je ne l'ai plus à l'intérieur de moi, c'est posé. Et si c'est posé, ça veut dire que techniquement, je peux réfléchir à comment faire autrement une prochaine fois. Voilà, donc si vous aviez autre chose à faire, par exemple, vous donner une autre idée de ce que vous pourriez faire pendant ces fameuses 2 minutes par jour, eh bien, ce serait d'écrire pour vous alléger. Dans les autres conseils que je peux donner, c'est celui de ralentir. Nous courons partout, tout le temps. Alors, quand je dis ralentir, ça veut dire à la fois prendre le temps pour faire les choses, plutôt que de les faire en mode automatique. Hein. Alors moi, j'étais la première à courir partout et à me charger de faire 3000 choses par jour, par heure, voilà. Mais c'est aussi de se dire,
est-ce que finalement, toutes ces choses-là sont si importantes que ça? Est-ce que si je ne les fais pas, ma vie va changer de façon aussi drastique? Pas en fonction des autres, en fonction de vous. Et c'est là que moi, j'ai commencé à changer un certain nombre de choses. À l'époque, je me souviens, j'ai commencé par me dire: «Je vais arrêter de repasser». Je passais des dimanches après-midi devant la télévision à repasser et au final, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, que mes enfants soient là ou pas, je passais mon temps au final enfermée à repasser, des chemises et des machins. Le jour où je me suis rendu compte de ça, je me suis dit: «OK, à la place, je vais mettre autre chose pour moi». Réfléchissez à ça. Peut-être vous savez pas encore comment vous allez pouvoir faire, mais réfléchissez à ça. Ralentir, prendre le temps des choses, ça peut vous permettre d'être plus proche de vous, plutôt que des contraintes et des obligations autour. Autre, outil qui m'avait été très, très utile, pour pouvoir prendre le temps, c'est, de mettre de la temporalité aux choses. Lorsque je m'imposais, de faire telle ou telle chose, lorsque je m'obligeais à me dire que, j'avais été, pas efficace, enfin je m'obligeais pas, c'était naturel, mais je me disais que j'avais pas été efficace, que j'y arriverais pas, que, c'était pas pour moi, que nanana. En fait, dans l'histoire de la balance, on se plombe. Le fait de mettre de la temporalité, c'est de ramener les choses à leur juste valeur dans la temporalité, c'est-à-dire, bah, pour reprendre cet exemple avec le collègue, j'ai pas su faire avec ce collègue, on s'est pris la tête et puis, au final, ça a pas servi à grand chose. Eh bien, c'est de se dire plutôt que de se dire qu'on a été nul avec ce collègue, qu'on n'a pas su faire, c'est de dire: «J'ai pas su faire cette fois-ci. J'ai pas réussi à avoir une conversation apaisée avec mon collègue hier ou ce soir ou aujourd'hui» ou voilà. Le fait de remettre de la temporalité dans ce qui se joue, la difficulté, le constat et cetera, c'est, voilà, jusqu'à maintenant, j'y arrive pas, jusqu'à maintenant, j'ai pas réussi. Ça permet de laisser à son cerveau, et ça c'est de la neuroscience, ça permet à son cerveau de comprendre et d'intégrer que si ça n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant, ça veut dire que techniquement, neuronalement parlant, ça peut changer après. Et ça peut vous permettre, en vous parlant comme ça, en ayant ce dialogue intérieur avec vous-même, de vous dire que voilà, vous n'avez pas réussi cette fois-ci, que, vous n'avez pas eu envie de lire la lecture à vos enfin le livre à vos enfants ce soir parce que vous étiez fatigué et cetera. C'est ce soir. Ça ne veut pas dire que demain soir ce sera pareil, après-demain soir aussi et cetera. Et donc ça permet de sortir du jugement et de la culpabilité. Et ce sont 2 compères que nous avons très souvent avec nous à la maison. Alors moi, ce que je dis à mes patients dans ces cas-là, hein, vous prenez les 2 là et vous les envoyez dehors, faire une balade, boire un coup, n'importe quoi, mais restez vous avec vous-même. Pour apprendre à vous aimer vous, il va falloir que ces 2 compères-là aillent dehors pendant un moment, hein, pour vous laisser tranquille, de façon à pouvoir faire tout ça pour vous et non pas à vous sentir coupable ou à vous juger. Tout à l'heure, on a parlé d'écrire. Ça, c'est un outil aussi très important, pour pouvoir devenir quelqu'un d'autre, en tout cas quelqu'un que vous aimeriez pouvoir être pour vous-même, votre meilleure version. Hem, c'est pas simple parce qu'on a ce fameux sac à dos, ces automatismes, ces croyances et parfois, je me souviens et ça m'arrive encore dans certaines situations de réagir d'une certaine façon, tout en ayant envie de faire autre chose. Mais parfois c'est compliqué. Et je me souviens d'un patient qui me disait, avec tout le travail qu'on fait ensemble, je vois bien que je change dans ma façon de voir la relation à ma compagne. Pour autant, quand elle me dit tel ou tel truc, bah, ça m'appuie sur des boutons et je démarre au quart de tour. Dans ce cas-là dans ce cas-là, l'idée, c'est, par exemple, hein, pendant les 2 minutes, de vous poser avec une situation qui a été problématique. Si on prend l'exemple de ce patient, je lui ai demandé en fait de prendre, un moment pour écrire, hem, dans une situation alors dans une même situation, c'est-à-dire je on a repris cet exemple de quand son épouse lui a dit, alors je ne sais plus ce que c'était, lui a dit tel truc. Comment est-ce qu'il aimerait pouvoir réagir autrement dans une pareille situation à l'avenir?
Et dans ce cas-là, c'est de se poser et de réfléchir à 4 autres façons de réagir à une situation donnée. Dans cette situation donnée du passé, vous n'avez pas réagi comme vous auriez aimé. Vous n'avez pas dit ou agi comme vous auriez aimé. Prenez un moment pour vous poser et d'écrire sur un papier et d'écrire, voilà, dans telle situation, par exemple, ce monsieur, je lui ai demandé d'écrire comment est-ce qu'il aurait aimé réagir s'il avait pu, comment il aurait aimé réagir. Et je lui ai dit, en posant 4 possibilités, pas une et pas deux. Le cerveau est fait pour travailler en mode binaire. On a été collectivement conditionné pour réfléchir blanc-noir, pour, contre, avec, sans. Chercher 4 autres possibilités de réagir dans une pareille situation à l'avenir. Et ce monsieur s'est posé en disant, voilà, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire une prochaine fois si on se dispute avec mon épouse, si on a encore un argument comme ça, eh bien, c'est de prendre le temps de me poser ou de lui dire, de réagir autrement avec moi-même, de pouvoir lui proposer telle chose, de pouvoir lui dire 4 possibilités. Soyez créatifs, imaginez. Et ensuite, testez. Testez ce qui a fonctionné, testez ce qui pourrait fonctionner pour vous. Ce qui veut dire que vous préparez dans un petit carnet, votre petit carnet de 2 minutes, là où vous allez écrire régulièrement, vous préparez des possibilités de réagir autrement. Et ensuite, vous les testez. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? S'il y a un truc qui ne fonctionne pas, vous l'enlevez et vous rajoutez autre chose. Vous créez autre chose. Mais vous ne restez pas avec des solutions qui ne fonctionnent pas. Et vous les testez. Et ça, c'est une des façons pour être vraiment soi-même, pour pouvoir se reconnecter avec ce qui est juste pour nous, et non pas avec nos automatismes qui sont des conditionnements qu'on a intégrés depuis qu'on est né, et de pouvoir enfin être véritablement soi-même. Donc ça, c'était une autre possibilité, un autre outil. Et enfin, il y a celui qui consiste à écrire des lettres de gratitude. Et ça, c'est un outil super puissant qui consiste à, au moment où les choses peuvent être compliquées pour vous, au moment où vous ne voyez pas les choses positives de votre vie, eh bien, c'est de prendre un bout de papier, une lettre, et d'écrire une lettre de gratitude avec la personne avec laquelle peut-être vous êtes en conflit, ou avec un parent, ou avec quelqu'un de votre famille, ce qui va faire que vous allez redescendre et vous allez regarder les choses sous un autre angle, et ça va vous permettre de vous apaiser. Autre outil juste incroyable, apprenez à connaître votre réservoir. Alors, c'est un sujet plutôt d'actualité. Un véhicule, pour avancer, a besoin d'essence. Vous avez besoin de carburant. Nous avons tous besoin de carburant pour avancer, comme les voitures. Si votre réservoir est vide, si vous êtes sur la réserve, si votre réservoir est à vide, vous ne pourrez plus avancer. C'est ce qu'on appelle le burn-out, la fatigue. Un véhicule, quand le réservoir est vide, on a le réflexe d'aller à la pompe à essence pour remettre de l'essence, pour pouvoir repartir et refaire le chemin qu'on a, la route qu'on a à faire. Est-ce que vous remplissez votre réservoir à vous? Est-ce que vous faites des choses, vous, qui vous remplissent, qui vous font vibrer, qui vous donnent le sentiment d'être reposé, apaisé, d'avoir à nouveau l'énergie, la niaque, l'envie, l'enthousiasme? Ou est-ce que vous continuez à rouler, quoi qu'il arrive, même si votre réservoir est vide? Posez-vous la question et observez-vous dans votre mode de fonctionnement. Est-ce que vous avez tendance à faire du covoiturage pour tous les gens autour de vous, à les emmener ça, à faire en fonction d'eux, etc., etc. Alors, je vous parle de ça, c'est une image, on est d'accord, hein, mais quand vous vous occupez de vos enfants, de votre conjoint, de votre famille, de tout plein de choses, sauf de vous, c'est comme si vous n'alliez jamais à la pompe pour faire le plein de votre réservoir. Et donc, l'idée, c'est, 1, de prendre conscience de ça, et 2, de savoir qu'est-ce qui remplit votre propre réservoir. Là, on est d'accord, on est sur l'image de la voiture, mais vous,
c'est quoi qu'il vous faut pour remplir votre réservoir? De quoi avez-vous besoin pour ça? Pour vous sentir rempli, pour vous sentir plein d'enthousiasme, d'énergie, de joie, de quoi avez-vous besoin? Des toutes petites choses et des grandes choses. Mais faites-vous cette liste. Dans ce fameux cahier que vous allez prendre pour écrire tous les jours, écrivez qu'est-ce qui vous remplit, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous donne envie de vivre, envie d'avoir des projets, envie de toutes petites choses et des grandes choses. Ça peut être un film, ça peut être un morceau de chocolat, ça peut être l'odeur du café, ça peut être une douche chaude, ça peut être plein de choses qui, à un moment donné, lorsque vous êtes moins bien, vont vous permettre à un moment donné de vous sentir, ça y est, ça va mieux. Voilà. L'idée, c'est ça. Maintenant, c'est bon, je peux continuer, je peux reprendre la route, je peux y aller, je peux continuer à suivre mon chemin, je suis remplie. Posez-vous la question. Et surtout, écrivez. Écrivez ce dont vous avez besoin pour votre réservoir. Qu'est-ce qui remplit votre réservoir? Écrivez-le, parce que quand on n'est pas bien, quand on est au fond du sac, c'est pas à ce moment-là qu'on peut trouver les trucs qui vont nous aider. Si c'est écrit noir sur blanc, vous pouvez simplement ouvrir la page du réservoir, voir tout ce que vous avez noté et vous dire, OK, dans les pires moments, je prenais la liste de mon réservoir, je faisais la première chose, et puis ça ne suffisait pas, j'allais sur la deuxième, si ça ne suffisait pas, la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à temps que ça aille mieux. Voilà. Je trouve que c'est très, très efficace. Oxygénez-vous régulièrement. Allez dans la nature, marchez, mettez-vous 30 secondes la tête au soleil. Respirez simplement. Vous êtes concentré sur quelque chose, vous savez que vous êtes en réunion pour la journée, que vous n'allez pas pouvoir bouger, etc. Pensez à respirer. Ne serait-ce que ça. Est-ce que vous vous rendez compte le nombre de fois où on peut passer notre journée en apnée? À respirer à peine avec au-dessus du diaphragme, en fait. Et ne jamais prendre une respiration pleine et entière. Donc, si à un moment donné, vous vous donnez cette possibilité de revenir à vous, de réintégrer qui vous êtes, fondamentalement parlant, eh bien, vous allez revenir dans votre intérieur, ne serait-ce qu'en faisant 3 grandes inspirations, expirations. Et ça se fait toute occasion, tout lieu, toute circonstance. Rien ne vous empêche de respirer pleinement, en pleine réunion, en plein rendez-vous, ça se fait pour tout. Et pensez à vous oxygéner régulièrement et à fond. Vous gonflez vraiment votre ventre et votre cage thoracique et vous soufflez complètement en étant sûr de vider complètement vos poumons. Le club des finishes. Alors, très souvent, lorsque dans notre quotidien, on est en train de faire quelque chose, comme si on était, vous savez, sur une ligne de départ d'une course, on imagine comment la course doit se passer ou devrait se passer, quel chemin on va prendre, quelles embûches on va éviter, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et en général, on n'a même pas encore commencé la course qu'on est déjà à la ligne d'arrivée. Et ça, notre mental nous projette dans ce qui va se passer à l'avenir. Et du coup, pour nous sécuriser et pour faire en sorte que ça se passe bien, pour contrôler, pour maîtriser, il déroule toute la course en imaginant, en anticipant tout ce qui va se passer d'ici à la fin. Vous avez déjà remarqué qu'en fait, ça ne se passe jamais comme on a prévu. Il y a toujours des trucs qu'on n'a pas prévus. Et ça se passe très, 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 très rarement comme on a pu exactement se l'imaginer. Et ça, c'est ce que j'appelle, moi, le club des finishes. C'est-à-dire, c'est cette capacité qu'on peut avoir parfois à vouloir déjà être arrivé à la ligne d'arrivée en ayant imaginé toute la course. Alors, en général, on se débrouille, quand on imagine, hein, on se débrouille pour mettre du goudron sur là où on va courir, éventuellement mettre les barrières un peu comme au bowling, là. Faire remonter les barrières sur les côtés comme quand les enfants jouent pour être sûr qu'on reste dans la route. On s'imagine la ligne d'arrivée, la typographie de la ligne d'arrivée, les personnes qui sont à l'arrivée. Bref, on imagine dans sa tête absolument tout ce qui va se passer. Alors qu'en réalité, on n'est encore que sur la ligne de départ. C'est-à-dire que notre rôle en tant qu'être, c'est d'être là où on est sur le moment. Là, tout de suite, dans le moment présent. Et donc,
simplement notre réflexion se porte sur où est-ce que j'ai mes pieds aujourd'hui et où est-ce que je vais poser mon pied la prochaine fois. C'est tout. Parce qu'au final, le truc qu'on s'était imaginé avec le goudron, les barrières, la typographie, tout ça, ça n'aura rien à voir. On va avoir être passé par des trucs, des pleins, des déliés, de l'eau, des cailloux, des petits ponts, des machins, des trucs, de la nature, des ronces, comment ça s'appelle, des rivières à traverser, des trucs comme ça. Mais au final, la ligne d'arrivée, elle est tout en haut d'une montagne. On est absolument incapable de voir là où on en est aujourd'hui, où est-ce qu'on va arriver. Par contre, ce qui est certain, c'est que là-haut, la vue, elle est 1000 fois mieux que ce que vous aviez prévu en bas, là, avec la ligne d'arrivée et le truc goudronné. Donc, cessez de vouloir vous mettre forcément dans le club des finishes où vous voulez savoir et vous voulez connaître comment ça va se passer et comment vous voulez projeter. Revenez à vos pieds, en fait, et profitez du pied, de ce qu'il y a là tout de suite maintenant à vos pieds. Émerveillez-vous de ce qu'il y a là maintenant et tout de suite. Et si ce n'est pas agréable, eh ben c'est OK parce que ce n'est pas agréable jusqu'à maintenant. Clin d'œil sur la temporalité. Ce club des finishes, c'est vraiment important que vous vous voyez faire la projection vers la ligne d'arrivée en vous ramenant ici et maintenant. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, 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 très important de faire que de se dire, OK, aujourd'hui, c'est comme ça. C'est pas parce que c'est comme ça aujourd'hui que ça va rester linéaire comme ça pendant 20 ans. Si aujourd'hui et maintenant, je prends conscience de comment c'est, ça veut dire que je peux poser mon pied ailleurs, aller chercher quelque chose qui est plus agréable, trouver autre chose à faire que ce qui est là aujourd'hui dans la ligne de mire de ce que je suis en train de faire. Et enfin, je vais vous parler du masque à oxygène. Alors, le masque à oxygène, je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion, ceux qui sont présents ce soir. Il y a un message qui dit en cas de dépressurisation, les masques à oxygène tomberont. Pensez à mettre le masque sur votre visage avant de porter assistance aux personnes autour de vous. Et ça, c'est un peu le même principe que le réservoir. C'est-à-dire que si vous utilisez la capacité de l'oxygène pour oxygéner les autres, vous n'en aurez plus pour vous. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez plus aider. Si vous aidez constamment les personnes autour de vous et que vous dépensez votre énergie pour ça, vous ne pourrez pas vous occuper de vous. Et là, c'est un petit peu plus embêtant. C'est-à-dire que si vous faites pour les autres et que vous n'avez pas suffisamment d'énergie et de peps et d'oxygène pour vous, vous risquez, vous, d'y rester, burn-out, déprime, etc., etc. Et l'autre pourrait ne même pas accepter tout l'oxygène que vous lui avez donné. Donc aujourd'hui, il est question de vous oxygéner vous, de remplir votre réservoir régulièrement, de penser à mettre le masque d'abord sur votre visage pour si vous, vous êtes aligné, si vous, vous êtes bien dans votre vie, si vous, vous allez bien, vous pourrez porter secours aux autres, vous pourrez les aider à prendre conscience, à faire des choses pour eux. Mais si vous ne le faites pas pour vous d'abord, vous ne pourrez pas aider. Voilà. Donc, ce message du masque à oxygène, je pense que c'est vraiment important que vous le compreniez. Alors, on est d'accord, hein, si vous avez des enfants en bas âge, ça ne marche pas. Voilà. Ce que je viens de vous dire sur le masque à oxygène ne fonctionne pas. À partir du moment où vos enfants ont besoin de vous pour vivre, se nourrir et vivre, enfin, être changé, être habillé, il n'y a pas le débat, vous allez devoir le faire. Maintenant, on est d'accord qu'un enfant de 8 ans, techniquement, ou 6 ans, ou 5 ans, peut commencer à apprendre l'autonomie. Et il n'est pas question forcément que vous continuiez à faire pour l'autre. Voilà, donc c'est parfait, le timing est absolument parfait. Ça fait 1 heure que nous sommes sur cette thématique de la spiritualité. J'ai essayé de vous partager ici vraiment l'aspect intégration, comment je fais pour
au final, m'accepter moi, dans ce tout, dans cet ensemble, avec ces autres humains, avec la société telle qu'elle est aujourd'hui, avec le monde tel qu'il est aujourd'hui, et comment je fais pour y apporter ma petite pierre à l'édifice. Alors, certains vont trouver ça égoïste, certains vont trouver... J'entends. Aujourd'hui, je pense que si chacun apprenait à s'aimer lui-même, si chacun apprenait à rester dans cet amour-là qu'on peut avoir, heu, souvent je donne, à mes patients, ceux qui sont parents, je leur demande de, se connecter à l'amour qu'ils peuvent avoir à leur enfant, ou leurs enfants, en leur disant voilà, si, aujourd'hui, vous pouviez, en l'espace de quelques secondes, ressentir tout l'amour que vous avez pour vos enfants, ça déborde de partout, par les yeux, les bouches, la bouche, le nez et cetera. Les cœurs sortent de partout. Si vous pouviez adresser tout cet amour à vous-même, à partir d'aujourd'hui, ce serait une magnifique façon d'aider le monde. Imaginez, si vous faites ça pour vous, que chaque membre autour de vous, de votre famille, de vos amis, de votre entourage, fait de même, et ainsi de suite. Eh bien, nous ne serions plus qu'amour et un certain nombre de problématiques dans le monde aujourd'hui seraient résolues. Alors, OK, vous n'intervenez pas directement sur ce qui se joue dans le monde. Vous vous sentez peut-être frustré ou impuissant. Eh bien, commencez par vous. Parce que si vous, vous allumez une petite lumière pour vous, chez vous, en vous aimant, en vous accueillant, en vous acceptant tel que vous êtes, dans votre aspect spirituel, c'est-à-dire en acceptant d'être cet être spirituel, cet être incarné dans un corps d'homme, eh bien, tel un petit maillage lumineux partout autour du monde, si chaque homme s'allumait pour s'aimer lui-même, ou une femme, hein, mais s'aimer lui-même, eh bien, nous aurions la lumière à tous les étages, dans tous les pays, dans tous les continents, et nous serions probablement à l'abri d'un certain nombre de choses qui se présentent aujourd'hui. C'est ma façon à moi de voir les choses et de contribuer à l'élévation du niveau d'amour, du niveau de compréhension, de bienveillance et de gratitude qu'on peut avoir dans le quotidien. Voilà. Donc ça, c'était, encore une fois, prenez ce qui résonne pour vous, ou prenez ce qui vous parle, et le reste, mettez-le de côté. Voilà, je vais très rapidement maintenant vous parler des accompagnements que je propose, en sachant que vous avez la possibilité, et je vais vous les mettre après dans les questions-réponses, de cliquer sur un lien pour prendre rendez-vous gratuitement pour 15 minutes, de façon à choisir, enfin à échanger avec moi et à choisir éventuellement votre accompagnement. Donc je fais aujourd'hui des séances individuelles, des ateliers sur des thématiques sur une journée et des stages. Je vous les présente très, très rapidement. Donc, les séances individuelles, vous avez là des exemples de ce que je peux faire en séance individuelle, mais encore une fois, on peut en parler, d'ateliers avec des thématiques. Je vous ai mis toutes les thématiques ici des ateliers que je propose sur mon site internet. Des stages. Alors, il y a des stages de 2 jours et il y a un stage de 5 jours. Voilà. Encore une fois, vous retrouvez toutes les informations sur mon site internet. Et je propose également des parcours, c'est-à-dire en fait des packages à la fois de consultations, d'ateliers et de stages qui peuvent vous permettre à un moment donné, si c'est votre souhait, de vous engager véritablement dans un parcours d'accompagnement sur un temps donné, ce qui vous permet de consommer et d'avancer à votre propre rythme. Voilà, puisque une fois que vous avez acheté ce parcours, vous l'utilisez à votre rythme, comme bon vous semble, en fonction des thématiques et des stages qui vous parlent. Et dans le cadre des conférences, je propose une réduction pour le parcours. Donc, je vais vous mettre juste après la conférence, là, les liens pour cliquer dessus si ça vous intéresse, pour pouvoir regarder les parcours et éventuellement les acheter. Autre chose, effectivement, avec cette conférence, c'est si vous parrainez quelqu'un, vous avez une réduction supplémentaire sur ce prix du parcours. Pardon.
Je suis arrivée à la fin de cette conférence. Je vous ai mis ici la date de la prochaine conférence gratuite que je ferai le 5 mai 2022, même heure. Et le thème sera la purification des lieux. Pourquoi, comment? Donc, on parlera de la purification des lieux, qui est une de mes activités. Et ce que je vous propose, si vous êtes d'accord maintenant, c'est de répondre à vos questions si vous en avez. Dans ce cas-là, d'écrire votre question dans le chat de façon à ce que je puisse lire la question et y répondre pour le groupe. Excellente soirée à tous. Au revoir.